Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va travailler un setup un peu différent. On va travailler un setup de trade pour changer un petit peu sur Bitcoin, mais de toute façon, on va considérer que la plupart des altcoins ont à peu près la même structure. Donc, si vous voulez plus de rendement, bien entendu, évidemment, et l'idée étant d'aller sur plutôt des altcoins qui ont plus de volatilité. Mais le concept ici, ça va être d'analyser tout simplement, on va dire, position, localisation, structure et momentum. Donc, changement de format un petit peu, histoire de varier un petit peu les plaisirs. On est toujours sur le BTC ici face au dollar. On a cette potentielle, encore une fois, structure de retournement. Et là, on est en train de parler de structure, hein, bien évidemment. C'est-à-dire que on a cette épaule, tête-épaule. Et on a fait la blague avec un abonné, mais ceci n'est pas une bite. Hein. Vous comprenez que si les chartistes avaient appelé ça Balls and Dicks à ce moment-là, je vous appellerais ça une Balls and Dicks, mais c'est bien une épaule tête-épaule inversée, et qui donc trouve sa ligne de coup juste ici. On a également ici cette structure potentielle en flag, et là on est en daily, mais on va assez vite zoomer sur l'histoire pour éventuellement voir un petit peu ce qu'il peut se passer, et on a cette résistance long terme, plutôt une droite de tendance qu'on est en train de passer dorénavant, en tout cas qu'on a pu dépasser au travers de cette bougie qu'on a faite le 30 novembre. Il y a désormais 4 jours. Donc, épaule, tête-épaule, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour ceux qui réfléchissent juste bêtement en fonction de la théorie de Do, on va dire que on avait ici une structure où on avait des plus hauts de plus en plus bas, hein, vous le voyez ici. Et puis, à partir de ce moment-là, vous voyez qu'on inverse potentiellement la tendance avec des plus hauts de plus en plus hauts et des potentiels plus bas de plus en plus hauts également. Donc, ça veut dire qu'on était, on va dire, dans une structure qui était en descente. Si je dézoome un petit peu, vous allez voir que on est vraiment ici dans une tendance baissière globalement, mais court terme ici depuis quelques semaines, enfin depuis une semaine maintenant ou deux, on a cette potentielle structure de retournement avec cette fameuse épaule tête épaule et un bottom qu'on qualifie pour le moment de provisoire, puisqu'on ne peut pas savoir si ce bottom est définitif ou non. Concrètement, en termes de liquidité, on a de la liquidité au-dessus, ici, hein, on a de la liquidité on va dire 17,3 jusqu'au 17,8, et on a de la liquidité également en dessous, c'est-à-dire qu'on a de la liquidité à peu près court terme, hein, je parle ici, autour de 16,3 jusqu'à 15,9. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la localisation est bonne? Oui, pour moi oui, au sens où on est de l'autre côté de cette grosse trendline ici, hein, vous le voyez là, la ligne orange, donc ça c'est un signal que oui, la localisation est pas mauvaise. On est potentiellement pas loin d'être en bas d'une correction en flag, vous le voyez ici. Donc pour moi, en termes de localisation et structure, on serait pas trop mal pour un long. Hein. Vous comprenez qu'ici on parle d'un long. Si la structure évolue, et bien évidemment ici qu'on a un retournement par exemple à inverse, on aura une structure et une localisation qui nous diront, et qu'on repasse par exemple sous cette résistance, qu'on est plutôt dans cette zone-là, donc au travers de cette zone de liquidité-là, on pourra se dire éventuellement qu'on est dans une bonne localisation et structure pour un short. Donc on a validé deux éléments importants du trade, qui sont la localisation, on va dire que c'est oui, on est de l'autre côté d'une trendline importante, et là je vais dézoomer pour vous montrer la trendline dans sa globalité. Hop. Mais vous voyez que donc cette ligne orange, elle est importante au sens où on a buté ici plusieurs fois en daily contre cette ligne. On voit que c'est vraiment la pente de ce mouvement descendant. Donc est-ce qu'on pourrait être ici sur un retournement long terme? On n'en sait rien, mais en tout cas on sait que le but du prix potentiellement ça va être de venir faire un tour dans cette zone, c'est-à-dire venir prendre éventuellement les stop loss qui sont au-dessus de ça, un petit peu à la manière en fait, si vous voulez, pour faire simple, ce qu'on pourrait jouer, c'est déjà tout simplement pour être un petit peu conservateur, non pas un retournement à long terme, mais ce type de structure, c'est-à-dire une structure qui nous offre de l'upside potentiellement jusqu'au 19,5, en tout cas c'est ce qu'on va voir, on va essayer de travailler aussi les TP. Donc là encore une fois on travaille sur Bitcoin, mais là on va dire
dire que la méthode, elle est strictement la même pour toutes les altcoins, de Ethereum jusqu'à Shiba Inu, si vous voulez, ou n'importe quel altcoin, plus ou moins celle qui présente ce type de structure. Et j'ai présenté hier, je crois, sur TikTok, un trade sur eGold, qui pour moi présente une épaule tête-épaule encore plus jolie, voilà, des confirmations encore plus jolies éventuellement, et surtout pour moi, l'épaule tête-épaule sur eGold n'a pas cassé. Ce qu'on va jouer là, plus ou moins, c'est une entrée sur le retest de la ligne de coup de cette épaule tête-épaule, c'est-à-dire que potentiellement, on va cumuler ici, à peu près dans cette zone, une entrée à peu près dans cette zone, ou alors, pour les plus conservateurs, encore une fois, on rentrera plutôt au 16,8, c'est-à-dire cassure du flag, vous le voyez ici, hein, le moment où le flag casse, mais également le moment où on est sûr qu'on a effectivement repassé par-dessus toutes ces liquidités-là, etc. Donc, on va ici dézoomer, passer désormais sur le 4 heures. Sur le 4 heures, qu'est-ce qu'on peut regarder? On voit encore mieux cette fameuse épaule tête-épaule inversée. On voit encore mieux également le flag. Pour le moment, le flag, on s'attendrait à ce qu'il fasse une ABC pure et dure. C'est-à-dire quelque chose... Alors là, vous voyez qu'on est à la borne haute. Hein. C'est possible que le flag casse tout de suite, au sens où, à ce moment-là, il nous aurait donné plus ou moins un flag. Ici, vous le voyez, on a eu une A, une B, une C qui n'atteint pas son objectif, donc ça c'est plus ou moins quelque chose qui se fait en running, et puis là on pourrait casser maintenant, ça pourrait tout à fait être le cas, mais nous ce qu'on va mettre en avant potentiellement c'est plutôt que on va avoir une ABC comme ceci, c'est-à-dire une zigzag, et on va perdre ici, on va venir ici s'échouer à peu près sur ce niveau-là, pour ensuite potentiellement casser. Moi j'aime bien ces entrées là typiques vraiment en bas d'un mouvement, parce que je sais que quand j'ai un bon point d'entrée, globalement ça me permet de mettre un stop assez serré, donc du coup de pas forcément prendre de risques ici sur mon capital total de trading. Je préfère faire des entrées comme ça, mais l'aversion au risque ici elle est vraiment en fonction de chacun, et donc du coup même le fait de prendre ce trade, tout ça doit être fonction de vous, votre psychologie, ce que vous voulez faire avec votre argent tout simplement. Donc pas ici de conseils en investissement, mais tout simplement de la méthodologie encore une fois, et on fait ici de l'entertainment, hein, voilà, comprenez ici que c'est de la méthodologie et c'est de l'éducationnel, mais pas du tout ici un conseil comme quoi je vous dis de rentrer dans ce trade absolument. Ensuite, donc la structure elle est bonne, encore une fois on a parlé, donc maintenant on va aller voir le momentum. Le momentum, déjà, ce qu'on pourrait éventuellement regarder, c'est est-ce que ce flag est prêt à péter. Donc on va essayer de se mettre dans des time frames assez petites et de regarder le momentum tout simplement en time frame assez petite. Est-ce que là on va potentiellement casser cet endroit là, et pour moi l'important à faire ici c'est tout simplement vous regardez le momentum en 5 minutes. Alors en 5 minutes j'imagine que il n'est pas exceptionnel, en tout cas on va pas avoir une vision, puisque là vous comprenez qu'on travaille un trade à plusieurs jours, mais néanmoins on peut avoir une vision. Est-ce que ce flag, encore une fois, est prêt à casser. Pour le moment, vous le voyez, on est plutôt dans un mouvement baissier sur le MACD, divergence baissière ici, divergence baissière ici, donc en 5 minutes, c'est pas très joli. On n'est pas forcément ici sur une cassure. On a par contre une VWAP qui se retourne ici. Alors vous voyez qu'on est totalement dans ce mouvement vendeur là, mais on a une VWAP qui commence à se calmer, donc ça veut dire qu'on est peut-être potentiellement en train de commencer à calmer cette vague de vente, et on a un stochastique qui est en bas, c'est-à-dire que ça pourrait nous donner de l'upside avec un shop, donc un indice de volatilité qui est chargé en 5 minutes. 5 minutes pour moi c'est pas le plus, sur ce type de trade là c'est pas le plus intéressant. Vous voyez qu'en 15 minutes on nous dit plutôt que on a un nouveau mouvement vendeur qui s'initie sur le MACD, vous le voyez ici. On a potentiellement ici un point de vente sur le market cipher, on a un RSI stochastique qui était en montée et qui se retourne. Je vais vous agrandir le prix pour bien que vous voyez également les bougies du prix, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un shop qui lui aussi est plus ou moins chargé. Voilà, on va commencer à attaquer les time frames un peu intéressantes. En 30 minutes, on avait eu ce mouvement d'achat qui était plus fort que le précédent. Donc sur cette vague-là, on a eu un mouvement d'achat plus fort en termes de momentum, hein. Donc en termes de... C'est comme quand vous jetez un ballon par terre. Le momentum sur le premier rebond, deuxième rebond, là on sent que en fait, c'est comme s'il avait pris un trampoline et qu'il était parti encore plus fort. Donc là, ça, c'est plutôt pas mal. On a un stochastique qui est plutôt bas. On a un shop qui est plutôt chargé également. Par contre, on a un point de vente sur le cipher et on a un mouvement d'achat qui est visiblement en train de se calmer. Est-ce qu'on a des divergences? Pas vraiment. Non, pas vraiment de divergence sur le RSI. Non, pas de divergence. On va maintenant sur le 1 heure.
1 heure, vous voyez qu'on avait eu ce mouvement d'achat qui était intervenu ici, hein, quand on était à peu près aux 16 800. On est désormais monté aux 17 000. Pas de divergence non plus. On a un mouvement d'achat qui est en train de se calmer, vous le voyez. La VWAP qui se rapproche du zéro. Hein. Le maximum du momentum, il a été cette nuit. Mais là, on n'a pas vraiment quelque chose. On a un stochastique qui, pour le moment, accepte de rentrer en haut. Et on a un shop qui s'est très légèrement déchargé. Donc voilà, pour le moment, cette bougie-là, elle n'est pas terminée. En 1 heure, il est 50-57, mais on va probablement ici noter un MACD qui également est en train de pâlir. Alors là où ça commence à devenir intéressant, c'est le 2 heures, et vous comprenez que je suis volontairement parti de la structure la plus petite pour monter vers le haut, pour tout simplement comprendre un petit peu comment s'initie ce mouvement. Donc pour l'instant, on est plutôt en train de retracer. Vous voyez, sur le 2 heures, on a bouffé une partie de cette bougie, mais cependant, la bougie 2 heures, ici, elle nous montre un mouvement d'achat qui est potentiellement en train de s'initier, puisque le MACD est en train de croiser. Et là, pour le coup, sur MACD, j'ai une divergence haussière, c'est-à-dire que le mouvement de vente précédent, celui-là, était moins fort que celui-ci. Également, et vous voyez que pourtant, celui-ci, là, attends, hop. Voilà. Ici, on fait un plus haut et on a un mouvement de vente qui est de moins en moins fort. Alors ensuite, ici, sur toujours le 2 heures, donc, on a une VWAP quand même qui se rapproche du zéro. Donc ça sous-entend qu'on est en train de potentiellement débuter la fermeture de ce mouvement d'achat. Également, on a un stochastique qui est plutôt en haut et on a un shop qui est en train de se charger à balle. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Stochastique ici par contre, dès qu'on passe aux 4 heures, vous voyez que le stochastique il est arrivé en bas et il est en montée. Donc en fait ça nous montre tout simplement la force de ce mouvement là d'achat. Pour le moment on était plutôt vendeur, vous le voyez ici, et on a un pâlissement de la vente. On n'a pas encore croisé boule ici sur le MACD, mais sur le 4 heures on va dire que c'est plutôt engageant. Pas vraiment de divergence si je me trompe pas, non on voit pas de divergence notable ici non plus. Voilà, on va aux 6 heures maintenant. Ah, 6 heures, c'est intéressant. J'ai un potentiel point d'achat sur le Cypher. J'ai un stochastique qui est en bas. J'ai un shop qui est pas trop mal chargé, donc ça pourrait nous donner de l'upside. Et puis, par contre, j'ai ce mouvement de vente qui était en train de se calmer là et qui, désormais, est en train de reprendre un peu de pulse. Donc, attention à ça. La bougie 6 heures, elle se termine quand? Vous regardez ici, il est 7 heures. Elle va se terminer à 13 heures. La suivante va commencer à 13 heures. Donc, à 13 heures, on aura potentiellement la confirmation ici de ce point d'achat sur le Cypher et d'un potentiel upside éventuellement sur BTC. Quand on regarde le 12 heures, on avait un point de vente ici. Est-ce que ça se calme ou pas? On voit que la VWAP se rapproche très légèrement du zéro. Hein. C'est ce que nous a donné cette action de prix là, donc cette bougie là. Et puis on a un stochastique qui était en haut, qui commence à descendre, donc attention à ça. Un shop qui est à moitié chargé, donc ici pour le coup c'est plutôt calme. Et puis on a par contre ici potentiellement quelque chose d'intéressant sous le prix. On a donc descendu du prix. Non, c'est pas exceptionnel non plus. En daily, on a 2 jours maintenant où le MACD s'est calmé par rapport à cette grosse bougie là, et pour le coup là on avait ce mouvement d'achat là, mais la VWAP se rapproche du zéro. Donc en daily c'est plutôt en train de nous dire soit le RSI accepte de ramper en haut si on devait chercher à breaker ce flag là ici, soit on est plus ou moins en train de s'approcher du bout de ce mouvement si on n'initie pas des choses plus intéressantes. Donc pour moi la time frame là la plus intéressante c'est le 1 heure pardon. Le 1 heure où on voit que ça se calme ici, donc ça pour moi c'est pas très bon, et qu'on a un mouvement de vente, on a un stochastique qui était en haut, donc ça c'est plutôt en train de nous dire on va essuyer un rejet par la droite ici et on va venir voir ce qu'il se passe en bas. Mais cependant, ce qui peut être intéressant de noter ici, c'est tout simplement vous mettez une alerte sur le RSI stochastique et vous lui dites dès que tu me donnes un mouvement vers le haut, à ce moment-là, préviens-moi. Donc du coup, on est ici sur le RSI stochastique et vous mettez croisement vers le haut. Pardon, excusez-moi, vous mettez progression vers le haut et vous mettez créer. Et là, vous aurez une alerte dès que le stochastique se renverse. Bon, alors, pour l'instant, on va plutôt faire ici. On va... Attendez. Ah oui, évidemment. Alors du coup, on va faire quelque chose qui va être plus sympa. C'est qu'on va le mettre sur du 6 heures, 4 heures.
2 heures. Vous voyez que si on regarde que le stochastique, globalement, il n'y a que le 12 heures où on a une éventuelle progression vers le haut. Pour moi, ça lag un petit peu. Hein, le fait de mettre ici, j'aurais préféré avoir quelque chose de moins réactif. Mais néanmoins, si on va vers le bas, vous comprenez ici que si on est vraiment sur cette théorie que potentiellement, on va plutôt aller revisiter le bas du canal ici, hein, le bas du flag, et bien dans ce cas-là, ça sera le signal parfait. Moi, j'aurais quand même ici préféré éventuellement toucher quelque chose où on a, alors peut-être le 2, ouais, le 2 heures, on peut éventuellement mettre une alerte ici sur le 2 heures. Peut-être ici, potentiellement plutôt taper un croisement, c'est-à-dire dès qu'on a un plus haut sur le stochastique, par exemple les 90-63, vous voyez qui s'était calmé ici au 90-63, dès qu'on a un plus haut, plutôt que de mettre croisement éventuellement, mettre plutôt une alerte. Vous voyez qu'en 2 heures, on est assez boule quand même, hein, puisqu'on a effectivement ce mouvement qui se calme, certes, mais sur le MACD, on a un nouveau mouvement qui pourrait s'initier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette dive haussière là, hein, ces mouvements de vente qui est moins fort que le précédent, même si on a eu un prix également, hein, qui a pas, on peut pas réellement appeler ça vraiment une divergence, mais on a ici l'information que la vente est en train de se calmer. D'ailleurs, vous voyez qu'on n'a pas fait ce retour ici en bas du flag directement sur ce moment-là, donc forcément, je pense que pour moi, ce qu'il va falloir surveiller, c'est potentiellement ici la time frame du 2 heures. Alors, pourquoi on a fait ça? On a fait tout simplement ici, donc je vous l'ai dit, structure pour moi c'est ok, localisation c'est ok, mais ce qu'on a essayé de vérifier avec le momentum, c'est est-ce qu'on est vraiment sur une localisation optimale. Sincèrement, il est vraiment possible ici, et voire même plutôt préférable, d'attendre tout simplement, éventuellement, qu'on répète tout ça, c'est-à-dire d'intervenir à réellement la cassure de ce flag, si flag il y a. Ça veut dire qu'ici, on viendra valider effectivement ce flag, et là, on viendra le casser, et on pourra éventuellement mettre en avant les targets de ce flag. La deuxième chose également qu'il faut comprendre, c'est que du coup, la target de l'épaule tête-épaule, elle se situe à peu près vers les 17-8, je crois, ou peut-être un peu plus, puisque j'ai bougé cette droite dernièrement, donc on va vérifier ça ensemble. Donc là, vous prenez la ligne de coup de la distance, excusez-moi, de la ligne de coup à la tête, et vous aurez donc la target, oui c'est ça, 18,2 pour l'épaule tête-épaule, et pour le flag, une éventuelle target autour de 17,8. On sait que au vu des liquidités, je regarde à combien de temps on en est, puisqu'on a déjà fait pas mal de temps sur ce potentiel trade, encore une fois. Au vu des liquidités, si on regarde effectivement le 7 jours, on a effectivement des choses à prendre jusqu'au 17,8 et un petit peu à prendre à partir des 18,5, mais pas grand chose entre les deux, vous le voyez. Et également, au vu des liquidités, attention, puisque les liquidités nous disent, moi en 7 jours, je suis plus chargé en bas. Donc si, bien évidemment, on va ici vers une correction vers le bas, il faudra vraiment faire attention à se dire qu'on pourrait péter ce flag, mais carrément en bas. Je vais vous montrer après sur la charte. Par contre, sur la 12 heures, on voit clairement que 17,3, il y a des choses au-dessus, et qu'il y a des choses jusqu'à 17,6, et ensuite des choses jusqu'à effectivement 18,5. Sur la 12 heures, donc les positions extrêmement fraîches, hein, les positions plus ou moins d'hier et de cette nuit, on voit que il s'est effectivement chargé des choses effectivement sur les 15,3, 16,3 également, 16,6, mais que on a un petit peu chargé en haut. Donc ça donne un peu d'espoir. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont garés sous les 20,3. La question étant, c'est quoi la tendance actuellement, la tendance globale, vers où potentiellement le prix peut-il vouloir se diriger. Là, on a un CVD spot, vous le voyez, qui est plutôt à la baisse. Donc ça nous engage pas vers un retournement tout de suite actuel. Bon, là, je suis sur Ether, mais je suppose que si je vais voir BTC, on va avoir quelque chose de similaire. Non, pas vraiment. Oui, on a un CVD spot qui est à la baisse dernièrement, mais on est sur une très grosse latéralisation, hein, globalement du CVD spot. On va pas faire les liquidités aujourd'hui, on va vraiment travailler que ce format-là autour de ce potentiel trade, encore une fois. Mais globalement, ici, vous voyez que on a des confirmations effectivement de structure, on a effectivement des confirmations que tout ça peut tenir. La grande question pour moi, c'est est-ce que cette zone de liquidité va devoir être prise ou pas, et est-ce que ça vaut le coup de marquer un trade éventuellement là-dessus, c'est-à-dire jouer éventuellement un rebond ici en bas. Pour moi, le momentum me dit pas forcément.
C'est-à-dire que ici, rentrer en bas, j'aurais peut-être pas forcément la confirmation réelle du momentum. Si on pète ici, est-ce que j'ai cette confirmation? Non, mais je l'aurai au retest éventuellement. Hein, donc ne pas hésiter potentiellement à monter ici son point d'entrée au 17,6, hein, 17,6 vers 17,8, puis 18,2, c'est déjà un très bon trade. Et puis, voilà, donc attendre des confirmations réellement pour moi de positionnement, de localisation, même si la localisation avait l'air belle au premier abord, le momentum nous a dit attention, et on a fait aussi une étude de liquidité qui nous a dit attention, j'ai une box ici et une box là, certes, mais globalement, j'ai pas grand-chose ici en liquidité qui peut m'aider à monter, sauf si effectivement on est fortement shorté en ce moment là, et c'est pas vraiment le cas, j'ai pas l'impression, quand on regarde ici, vous le voyez, si on a eu un point de short ici qui s'est fait, mais vous voyez que depuis il a été travaillé, j'ai pas nécessairement, si j'ai un peu d'augmentation de l'open interest, il a pas forcément été nettoyé ici, hein, vous voyez qu'on a peut-être du short ici qui est un petit peu rentré, j'ai un CVD spot qui effectivement est éventuellement en train de se reprendre, globalement pourquoi pas. Donc le concept ici, c'est de soigner le point d'entrée, regarder les évolutions du momentum, c'est pour ça que j'ai mis les alertes, etc. Le point d'entrée ici, à l'instant T, si jamais on casse, pourrait être plutôt pas mal. Vous voyez que cette résistance ici, on l'a touchée une, deux et trois fois. Et globalement, le positionnement, de toute façon, sera bon tant qu'on sera de l'autre côté de cette grosse droite, qui pour moi est une droite historique. Donc du coup, nous dit, on est peut-être en train de casser la tendance. Également au niveau chartisme et au niveau structure, je vous l'ai déjà expliqué, mais on a effectivement cette structure de retournement, comme quoi on est en train de potentiellement changer de tendance, au moins pour un certain temps. Donc globalement ici, bien évidemment, prendre des targets, éventuellement également, si jamais on est sur un retournement, on va dire, final, soit attendre un nouveau point d'entrée et des nouvelles confirmations, soit laisser courir une partie de vos profits, à savoir une vingtaine de pourcents, en trailing stop ou ad vitam aeternam, histoire de prendre également, si on avait plus d'upside, si on allait effectivement plus autour des 19,5 par exemple ici, 18, pardon, excusez-moi, ici je suis à 18,6, et 19,5, les deux prochaines grosses résistances qui pour moi, voilà, sont après les 17,3, les potentielles résistances desquelles s'affranchir. On en aura une bien évidemment ici autour des 18 000, mais donc là ça correspond à peu près à notre TP ici, eh bien laissez courir une vingtaine de pourcents ici sur les profits, puisque de toute façon ce trade sera potentiellement gagnant. Encore une fois, on est sur ici de la méthodologie de trade, donc la grande question c'est à partir de quel moment je peux considérer que je peux remonter mon stop loss au point d'entrée, d'accord? C'est vraiment ici une des questions importantes, c'est-à-dire à quel moment je dis, bon, mon trade est globalement à l'abri, ou je souhaite le mettre à l'abri, et la confirmation de mes signaux est tout simplement en train d'être prise ici, etc. Bah, vous comprendrez que ça dépendra de votre point d'entrée. Ceux qui auront été beaucoup plus téméraires ici et qui seront rentrés sur le rebond, sur ce flag, bah, bien évidemment, vous aurez un stop loss qui sera beaucoup plus serré, à savoir que moi, je le vois sous ce point-là, par exemple, où effectivement, on a eu ici, vous le voyez, trois supports, trois fois un support. Les plus larges pourront prendre sous ce point-là, c'est-à-dire retournement de la tendance, on fait un nouveau plus bas, ça ne m'intéresse plus, je ne suis plus... et là, ici, vous comprenez que ce qu'on travaille, c'est tout simplement l'idée d'un retournement. Donc pourquoi rester si on fait un nouveau plus bas? C'est tout simplement ici, c'est cartésien, quoi. Je veux dire, c'est tout simplement logique de faire comme ça. Et pour moi, au moment où on aura eu la cassure, éventuellement le retest, et qu'on passera ici cette zone là où on rentre et qu'on vient de prendre les liquidités, il paraîtrait intéressant de éventuellement remonter ce stop loss dans un premier temps au niveau du point d'entrée pour ceux qui sont rentrés ici, et éventuellement si vraiment on valide ici de repartir par-dessus, par exemple, s'annihiler de cette box de liquidité, mais continuer quand même à monter, bah ici on aura éventuellement l'information intéressante que ça pourrait aller plus haut, et que donc du coup, il est intéressant de remonter son stop loss au point d'entrée. Donc ici, admettons qu'on est rentré au retest, ça veut dire je remonte mon stop loss de ici à ici, et puis après, une fois qu'on aura eu un peu plus d'upside, on peut remonter également son stop loss ici, ou alors faire des take profit partiels qui mettront votre trade en position gagnante quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'était un peu de méthodologie, je trouve que c'est bien d'en faire de temps en temps. C'est pas forcément un tuto, ici c'est simplement pour changer un petit peu, on est dimanche donc on prend le temps de faire ce genre de choses. On va pas faire les news, on va pas faire les liquidités. News importante cela dit, enfin en tout cas je pense relativement
intéressante. Quelqu'un a signé en fait, il y a eu sur le forum bitcointalks.org, il y a eu un appel à signer des vieilles adresses BTC, etc. Enfin, signez tous vos adresses, pour voilà. Signer, ça veut dire quoi? Ça veut dire je possède les clés et je peux mettre un message globalement sur la blockchain. Et quelqu'un a signé un bloc qui a été minté 16 jours après que Satoshi ait lancé le Bitcoin. Donc ça, c'est intéressant. Alors, il y a bien sûr les spéculations vont bon train là-dessus. Ce qui s'est passé, donc vous le voyez ici, ce bloc avait été créé le 19 janvier 2009. Et globalement, on parle de quelque chose qui a été créé donc le 19 janvier 2009, donc il y a forcément extrêmement longtemps. Quelqu'un qui s'est présenté comme One Signature, donc la personne qui a signé ce message. Vous comprenez que 14 jours après que Nakamoto ait lancé le Bitcoin, il y avait une poignée de gens qui étaient capables d'avoir les clés effectivement de ces adresses-là. Et ici, vous le voyez que l'adresse qui nous intéresse, en l'occurrence, c'est celle-ci. Effectivement, vous voyez que elle a été elle a reçu 50 BTC le 19 janvier 2009. Vous voyez qu'effectivement le message a été envoyé. Vous voyez aussi que les spéculations vont bon train. Du coup, est-ce que ça serait pas une adresse liée à Satoshi ou est-ce que ça serait pas Satoshi, etc. Pour le moment, il n'y a pas de BTC sur cette adresse, donc c'est juste une signature globalement qui est de dire, regardez, j'étais là à ce moment-là. Certains pensent que cette adresse pourrait appartenir à Alphine. Alphine qui est décédé et qui était un des premiers également à être un petit peu dans l'histoire. On parle de 2 semaines après la création du Bitcoin, là, donc voilà, c'est intéressant. Certains pensent aussi que les clés ont pu être vendues, puisque certains ont... Il y a eu des adresses qui se sont vendues, même avec 0 VTC, juste pour vendre les clés, juste pour simplement avoir des très vieilles adresses de BTC, que les clés auraient pu être vendues par Alphine à quelqu'un. Alphine, désormais, est décédé, et on a les spéculations ici, comme quoi ça serait Andy Greenberg, qui est un journaliste il y a très longtemps autour du Bitcoin, qui effectivement, il existe quelqu'un qui s'appelle Andy et qui a sur Twitter et qui a joint Twitter en octobre 2009 et qui a une signature qui s'appelle One Signature. Bon, ça fait beaucoup de spéculations, mais globalement, Andy Greenberg avait fait un article sur Alphine, qui à l'époque était paralysé, avait fait un article en 2014, et il est possible qu'à cette occasion, Alphine lui ait filé des clés d'une adresse ou je ne sais quoi, ou voilà, enfin en tout cas, voilà. Alphine était donc paralysé à ce moment-là, et donc je vous invite éventuellement à lire ces articles que j'ai mis sur le Discord, mais je trouve que c'est intéressant. On revient ici vraiment à la genèse du BTC, et ça pourrait être un FUD aussi qui se met en constitution, puisque on parle d'adresses qui pourraient, ça n'est pas impossible, avoir appartenu à Nakamoto simplement pour faire des tests, etc. Maintenant, si vraiment on avait eu signé ici une adresse aussi vieille et qu'elle appartenait effectivement à Nakamoto, vous comprenez que ça voudrait dire quelqu'un a les clés de toutes les adresses sur lesquelles il y a potentiellement quelque chose comme 1 million de Bitcoin, donc ça serait vraiment pas une extrêmement bonne nouvelle concernant la décentralisation du Bitcoin, puisque vous comprenez que Bitcoin a un intérêt ici tout simplement parce que Nakamoto n'est plus dans la sphère et potentiellement a détruit ses clés, etc. On ne peut pas imaginer ici que quelqu'un n'ait pas touché à cette fin. En tout cas, pour le commun des mortels, ça paraîtrait complètement incroyable qu'il ait eu la patience d'attendre jusque-là. Donc intéressant, je trouve. Voilà, n'hésitez pas à faire vos propres recherches sur les adresses, etc. Vous avez ici les blocs, toutes les transactions, les choses qui peuvent vous intéresser avec cet article du Forbes. N'hésitez pas ici à aller faire le point là-dessus. Pour moi, c'est la petite news du jour qui est quand même relativement importante à mettre en avant. Voilà, globalement, encore une fois, sur Ether, on va vite fait quand même faire une update sur Ether. Sur Ethereum, j'ai dit hier, il y a énormément de valeur sous les 1260, donc sous ce support-là. Il y a vraiment beaucoup de valeur. Et pour moi, ça serait pas exclu qu'on vienne faire un petit tour sous cette droite-là pour éventuellement venir retester cette droite bleue. Et vous voyez que c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, on était dans le bon scénario là-dessus. Maintenant, moi, mon scénario, c'est qu'on
va repasser par-dessus cette ligne blanche. Pour le moment, on se fait rejeter, donc attention à ça. Hein. Bien entendu, ici, il faut qu'on repasse les 1260, c'est extrêmement important pour la suite. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, on est à peu près dans le scénario où effectivement on a nettoyé énormément de valeur juste en faisant un mouvement. Bon là on était en haut, mais si on prend juste le mouvement autour des, quand on était sur ce support des 1260 pour aller à finalement 1237 avec un mouvement de 23$, et je vais vous montrer ça sur les liquidités. Vous voyez qu'on a liquidé énormément de valeur sur la perte de ce support. On a reset ici tout ce point-là où on avait depuis les 5 derniers jours énormément de longueur en plus, ou pas mal de longueur en plus en tout cas, et juste avec ce fameux mouvement de 23$, vous voyez qu'on a reset la valeur sur Ethereum. C'est pas le cas sur Bitcoin. Sur Bitcoin, on n'a pas perdu ici le dernier support en date, et sur Bitcoin, on est toujours aussi chargé. Donc, si on reprend les 1260, Ether peut nous donner un joli upside, puisque désormais, il est, on va dire, exempt de liquidité, et tous ceux qui s'étaient garés en longue avec des très forts leviers en dessous de ce point-là viennent de se faire sortir cette nuit. Donc voilà. Voilà pour cette mise à jour sur les deux, vidéo de 30 minutes et j'en suis désolé, mais voilà, j'espère que ça vous a plu, un format un peu différent, de temps en temps il faut ne pas hésiter à changer un petit peu, voilà, donc demain on fera d'autres choses, je sais pas exactement quoi, il y aura aussi un TikTok dans la journée, je sais pas exactement quoi encore non plus, mais je trouvais ça intéressant ici de faire un peu de méthodologie de trade au travers de ce qu'on propose sur la chaîne. Voilà, si jamais vous êtes intéressé par les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, venir nous rejoindre sur le Discord. Très important, mettez un like si vous avez suivi les 30 minutes de ce contenu. Je pense que ça vaut bien les 30 secondes pour mettre éventuellement un like sur la vidéo. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. J'ai pour habitude de poser des questions à la con en fin de vidéo. Et la question à la con du jour sera, est-ce que vous testez parfois votre volonté? Est-ce que vous aimez mettre votre volonté en géopardie? Et je m'explique là-dessus, et c'est ça qui me fait penser à ça. J'ai arrêté de fumer il y a 3 ans, alors je fume encore un peu la cigarette électronique, mais je garde sur mon bureau depuis 3 ans cette cigarette qui sort du paquet, là vous voyez, elle est prête. Voilà, ça fait 3 ans qu'elle me regarde, et ce briquet juste à côté, pour simplement tester ma volonté, et c'est toujours un petit défi, y compris dans les moments où vous avez des gros problèmes, etc., que d'avoir la solution de détente juste en face de vous comme ça. Mais du coup, ça m'amène effectivement à tenir, en fait, à contrario de ne pas avoir de cigarette devant moi, etc. C'est tout à fait le genre de choses qui m'aide pour le coup à tenir, parce que je renforce plus ou moins une volonté intérieure et un moi intérieur de ne pas le faire. Donc voilà, est-ce que vous utilisez ce type de technique par exemple pour essayer de pousser votre volonté? C'est vraiment une question à la con aujourd'hui, mais voilà, on ne voudrait pas. Rejoignez-nous sur le Discord si ça vous plaît, j'y suis de plus en plus présent ces derniers jours, j'avais pas mal de choses à faire, on va dire la quinzaine de jours derniers, j'avais pas mal de choses à faire, donc j'ai un peu limité mon temps sur le Discord, mais là ça y est, je commence à revenir en force avec des petites analyses, des petites choses, etc. Et abonnez-vous au TikTok si jamais vous êtes friand de type, je pense que le TikTok va maintenant devenir plus ou moins une boîte à trade, c'est-à-dire sans faire de l'investissement vraiment financier, mais plutôt des petits trades sur des altcoins, des choses comme ça, etc. Donc plus ou moins vraiment venir au côté crypto-signal pur et dur, c'est-à-dire un signal de trade éventuel. Et je pense que le Discord sera plutôt vraiment autour de l'entraide, et que le YouTube restera plus ou moins dans l'idée une analyse globale des deux patrons, c'est-à-dire Bitcoin, Ethereum, et discussion de sujets éventuels autour de la macro, la crypto ou autre, ou la démographie, voilà, tout ce qui peut être autour de ça. J'essaye de trouver les bons formats. Je pense aussi qu'on va passer au live bientôt, c'est-à-dire que les temps d'encodage me prennent trop de temps en fait, et puis je vois pas pourquoi je m'embête, puisque finalement toutes mes vidéos sont live et sans montage, donc du coup il faut juste que je mette le setup en place, que je le teste éventuellement avec quelques personnes sur le Discord pour être sûr que ça fonctionne bien, que tout est fluide, etc. Et puis je pense qu'on passera au live, donc il y aura les replays, hein, bien évidemment, vous aurez des replays de live, et je pense que 30 minutes avant les lives, ou 20 minutes, vous aurez une notification comme quoi je vais être live. Ça va pouvoir peut-être amener un petit peu d'interactivité aussi avec le chat, donc pourquoi pas. Mais pour l'instant, l'idée, ça serait vraiment de m'affranchir du temps d'encodage, enfin du temps d'envoyer la vidéo et d'attendre qu'il encode la HD, etc., qui est quand même relativement inutile pour moi, puisque je ne fais pas de montage et que je fais du one shot, one take, good take.
Je vous laisse là-dessus et on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC. Merci à tous et à très bientôt.